Bonjour Francis. Bonjour André, comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, on est heureux, ma gang et moi d'amis du réseau Homme Québec. On est venu à l'Oasis de Sutton début juin. On est ici dans une belle maison que vous avez rénovée. Mais avant de parler de l'Oasis et des Oasis, j'aimerais que tu me dises qui es-tu et comment es-tu arrivé ici? Parfait, ben oui, mon nom c'est Francis Gendron et je suis arrivé ici, bref historique, là, en 2012. J'ai vu un film qui s'appelait The Garbage Warrior, le guerrier des poubelles de Michael Reynolds. Et j'ai eu un intérêt pour ce type d'habitation-là qu'il proposait, qui à l'époque, ça s'appelle toujours les Earthships, mais c'est ça qui m'intéressait à ce moment-là. Maison de terre. Maison de terre, oui, maison de pneus, oui, exact, qui était construite en matériaux recyclés principalement. Et je suis allé à Taos, au Nouveau-Mexique, pendant environ 3 mois pour apprendre directement avec lui. Il y avait plusieurs projets là-bas qui se passaient. Incluant des maisons unifamiliales, des bigénérationnelles. Et il y avait aussi un projet qui lui appelait EVE, Earthship Village Ecologies, qui était le concept d'un genre de multiplex où chacun avait sa petite suite, mais qui avait une grande serre qui réunissait toutes les suites, donc qui était comme un grand espace commun. Fait que tout ça, ça mijotait dans ma tête et tout ça. Et j'avais commencé à faire des vidéos YouTube à ce moment-là, qui ont eu plus de succès que c'était pas intentionnel, là. Dans le fond, c'était juste, je voulais partager ce que je voyais là-bas. Et donc, en revenant, il y a eu des demandes pour des conférences, des choses comme ça. Et tranquillement, de fil en aiguille, on a bâti Solutionera, qui est une école, qui est maintenant la plus grosse école d'éco-construction, design de bâtiments écologiques, pour être plus précis, dans la francophonie, parce qu'on en a une en France puis une au Québec, avec chacun leur propre certificat en design de bâtiments écologiques. Et en parallèle de tout ça, donc à force de moi-même faire le certificat, j'ai fait les 6 premières éditions du certificat, écouté les 20 experts et tout ça. 6 fois? Oui, j'ai fait les 6 premières éditions, oui, effectivement, parce que j'étais le présentateur, fait que je restais là tout le long et je les écoutais toutes. Et en même temps, je designais mes propres projets. À travers ça, je n'avais pas encore mon propre projet de maison à ce moment-là. Et je me demandais justement, je veux-tu une maison unifamiliale, un bigénérationnel, quel type de style de vie je veux avec le bâtiment. Et moi, ma réflexion a évolué vers ce concept-là des oasis, en fait. Et là, j'essayais de trouver comment on fait pour mettre le meilleur du bâtiment écologique avec le meilleur du vivre en communauté. Et spécifiquement, ce qui m'intéressait, c'était comment on fait pour avoir tous les avantages du vivre ensemble, mais sans les désavantages. Et jusqu'à quel point on peut réduire les désavantages juste avec de la logistique, juste avec un meilleur design de bâtiment. Parce que bien sûr, la communication non violente, puis il y a les principes qu'on peut mettre à l'intérieur, mais juste avec le design, y a-t-il moyen de réduire beaucoup les conflits possibles ou les désagréments? C'est intéressant que tu parles de ça, parce que tu m'as dit que c'était ton but au début, c'était plus le cheminement personnel qui est intéressant. Oui. Puis tu as bifurqué avec Fred Wiper, avec qui tu as fondé Solutionera. Oui. Il n'est pas ici malheureusement en ce moment, il s'en vient tantôt, mais comment l'as-tu connu? Puis vous êtes allés ensemble au Nouveau-Mexique? Non, moi j'étais allé en premier, puis la première conférence que j'ai donnée au Québec pour parler de mon expérience là-bas, Fred était là, dans le fond, il y avait 8 personnes, c'était Fred et ses colocs, parce qu'il vivait déjà à cette époque-là. Et lui, il est décidé d'y aller, donc il a été dans la cohorte suivante. À Taos, Nouveau-Mexique. Puis quand il est revenu, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire un projet avec toi. » Moi, j'avais déjà commencé à ce moment-là un projet. Fait que là, il s'est comme joint, puis là, on a parti ensemble avec ça. Qui, d'ailleurs, Fred est aussi, dans le fond, on a cofondé Solutionera, mais aussi toutes les oasis, c'est avec Fred. Et on a différents co-actionnaires pour chacun des projets. Comme donc, si c'est Sébastien, son autre famille. Oui, Sébastien Vachon, avec lequel on a fait l'oasis Sutton. On a fait l'oasis Eastman avec le spa Eastman. Donc, et on est en train de le construire, exact. C'est donc ceux qui vont gérer, ça va être c'est du court terme. En fait, c'est des pavillons du Spa Eastman qu'on a construit, mais en modèle Oasis. Et donc, on est avec le Spa Eastman et on est également avec Benoît Lavigueur, qui lui est en charge c'est l'entrepreneur dans le fond qui gère le projet. Et ça, c'est l'autre co-actionnaire. Lui gère ou il construit? Il embauche des sous-traitants. Oui, c'est ça, on a des sous-traitants. Fait qu'il gère plus, en fait. Il est vraiment
il s'assure que ça se passe, mais il passe, je crois, pas plus qu'une journée par semaine sur le terrain là, avec les gars. Il est beaucoup plus dans les commandes. C'est des gros projets. Là. Ouais, 6 semaines, c'est quand même immense. Là. J'y vais d'ailleurs avec ma blonde là, du 13 au 16. Ah oui, OK. Fait que Benoît, j'ai rendez-vous avec lui. Ah, OK, super. Vous allez pouvoir voir ça. Okay, fait que dis-moi un peu, le concept de l'Oasis, c'est de donner accès à des maisons écologiques pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, il y a des zones du bâtiment qui sont partagées, c'est ça? Exact. Bien, c'est ça. Notre idée, c'était, bien, on voyait, bien entendu, tu sais, bâtiment écologique, oui, mais même le bâtiment tout court qui devenait de moins en moins accessible, en fait. Puis les 2 dernières années, ça a été extrapolé par beaucoup. Quand on désire amplifié partout, mais même ici, on est à Sutton, Eastman, toi, tu vis dans le nord aussi. C'est tous des lieux qui sont très convoités. Oui, convoités. Fait que les maisons, c'est comme, en parenthèse, ça n'a plus d'allure, dans le sens que, tu sais, il y a comme une génération complète que s'il n'y avait pas de maison, il y a 2 ans, ça va être vraiment très difficile l'accès. Oui, je trouve ça fun que vous ayez commencé avec une rénovation d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de vieux bâtiments, mais ce qui m'a frappé ici, c'est que c'est 5000 pieds carrés sur 3 étages à flanc de montagne. Oui. Puis c'est 3 gars qui l'ont acheté, rénové, puis là, vous louez ça. Absolument. Puis tu sais, c'est 5000 pieds carrés, plein sud. Et la vue, c'est la montagne de Sutton. En hiver, ça doit chauffer. Oui, c'est ça, on est plein sud, puis on est enterré au nord. Fait que c'était comme de voir et de se rendre compte comme, hey, c'est un bâtiment, le potentiel est incroyable. Puis en plus, il est bien construit. C'est un bâtiment qui a été bien construit à la base. Ça date des années 80, 90? Années 90, ça a été commencé. Le constructeur l'a fait en autoconstruction, puis s'était blessé pendant la construction. Donc, ça a duré comme 6-7 ans, là, la construction. C'est un gros bâtiment également. Mais ça pour dire que les fondations et les murs, bien isolés, très étanches, bien construits. Tu sais, une belle construction, plein sud. Fait que les bases étaient là pour utiliser ça, tu sais. Puis après ça, c'était juste, par exemple, tu sais, as comme une maison de 5000 pieds carrés, il y avait un couple qui vivait dedans. Fait que, tu sais, en termes d'optimisation, un peu, il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles avec ça. Tandis que là, maintenant, on vit ici, bien, dans le fond, là, ici, c'est de la location. On a essayé du 1 mois à la fois parce qu'on voulait que le plus de gens possible puissent l'expérimenter. Fait que c'était des séjours de 35 jours où on intégrait des formations de solutionnarat avec l'expérience de le vivre ici. Fait qu'on a fait 7 cohortes comme ça. Et là, on tombe en moyen-long terme. Fait que les gens peuvent venir de 1 mois à 12 mois. Ils peuvent signer un bail de 1 mois jusqu'à 12 mois. C'est juste un groupe à la fois? Non, ben dans le fond, tu réserves une suite. Fait que tu vas être avec d'autres gens qui viennent. Là, donc, cet étage-ci est partagé, salon, salle à manger, cuisine. Ça peut être divers groupes, 2-3 groupes. Ben, en fait, ça peut être 6 individus qui ne se connaissent pas. Mais dans le fond, le concept, c'est du co-living. Fait que chacun a sa suite privée qui inclut justement une chambre à coucher, en parenthèse, un petit bureau, un espace bureau, une salle de bain et une cuisinette. Donc, c'est juste. Puis un beau balcon sur la nature. Puis un beau balcon, et ça, tu peux ouvrir porte patio, puis tu as ton balcon sur la nature. Puis donc, accessible aussi, ta suite est accessible. C'est ça qui est le fun, directement de l'extérieur. Pas besoin de passer par les espaces communs si tu ne le désires pas. Puis après ça, il y a des espaces communs comme ici. L'espace qu'on voit ici, là, un salon. On n'a pas fait le ménage, là, mais une super cuisine. Cuisine, espace comme de coworking ici, travail, manger. C'est comme un café ici, on pourrait dire. Puis en bas, on a un salon zen avec plus pour lecture, méditation, yoga, sauna infrarouge, douche froide et tout ça. Fait qu'on a créé ces espaces-là, puis l'objectif de ça, c'est justement, chacun a son espace quand tu as le goût d'être tout seul, mais quand tu as le goût de rencontrer des gens, voir des gens, il y a des espaces pour ça. Puis notre objectif aussi, c'était pas de... On voulait aller plus loin que la maison écologique parce que notre réalisation, c'était... Il y a un moment donné dans le processus de maison écologique où tu es rendu à un certain niveau où est-ce que pour améliorer d'un petit pourcentage, il faut que tu fasses beaucoup de choses pour améliorer juste un petit peu quand tu es rendu à un certain niveau. Puis là, nous, on se disait, c'est le style de vie qu'on veut qu'il soit écologique au complet. Fait que, comme par exemple, on a une cuisinière qui cuisine tous les repas pour tout le monde ici, quand on vit en co-living. Fait qu'elle a fait de la bouffe bio, locale, végétarien, pour tout le monde. C'est tout acheté en vrac. 0 déchet parce qu'on fait tout avec des plats où c'est servi directement ici. Fait que, au niveau de l'alimentation, on est comme au top au niveau environnemental, mais aussi pour la santé des gens.
Puis ça arrive à un prix très raisonnable parce que c'est partagé avec tout le monde. Il y a une cuisinière pour 6 à 8, 10 personnes, tout dépendant combien de gens. Vous n'avez pas besoin de cuisiner, pas besoin de faire l'entretien, le ménage. Exact. Il y a une équipe d'entretien qui s'occupe de tout pour les gens ici également. Cuisinière, puis auto-partage également. Fait que dans les premières éditions, on y avait une Tesla d'inclus dans le prix qu'il était en auto-partage. Là, vu qu'on est en long terme, on est en campagne quand même, fait que beaucoup de gens avaient besoin d'une auto. Fait qu'à la place qu'on a, c'est que les gens peuvent venir soit avec leur voiture ou soit sans voiture. Et on a un système de covoiturage où les gens pas de voiture peuvent emprunter les des autres puis payer au kilométrage. Fait que comme ça fait qu'on a moins de voitures pour le nombre de personnes. La vision long terme, incessamment, les Tesla devraient commencer à se conduire toutes seules. Et lorsque ça va être le cas, ce serait qu'il y aurait une Tesla qui ferait des allers-retours, qui se promènerait. Qui va chercher le monde. Ouais, une voiture électrique, ce serait ça le but. C'est une voiture électrique, une maison, tu as 10 personnes ou 6, 8, 10 personnes, tout dépendant s'il y a des couples ou pas. Ouais, fait que là, les autos sont stationnées 95% du temps. Exact. Fait qu'en termes de style de vie écologique, mais aussi comme abondant, parce que tu sais, il y a plein de millionnaires qui n'ont même pas une cuisinière. Nous, c'est des chefs de restaurant, Gaïa à Bromont. C'est les anciennes chefs et cuisinières de Gaïa. Fait que, on est vraiment, c'est peu de gens ont la chance de bien manger comme ça à tous les jours. Sauna infrarouge, on est en face de la montagne. Sur cette rue-là, des maisons accessibles, il n'y en a plus. C'est comme sur cette rue-ci, un chalet de 1500 pieds carrés. Là, il y en a qui se sont vendus dernièrement à 750 800 000. Oui, puis ici, tu as 5000 pieds carrés. Ici, c'est 5000 pieds carrés. Fait que, c'est comme pour le lieu, considérant le lieu et la qualité de vie, le prix est imbattable. Ah ouais. Puis le concept à Eastman, c'est quoi? Tandis que le concept à Eastman, ici c'était une réno, hein, fait qu'on faisait avec ce qu'on avait. En même temps qu'on est content parce que c'était des belles fondations, mais on faisait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas aller, par exemple, pas de serre. J'ai compris, réseau, tu veux dire réno? Oui, réno, oui. C'était une rénovation, donc il fallait faire avec ce qu'on avait en termes d'espace, hauteur des plafonds, bon, tout ça. À Eastman, c'était vraiment comme, OK, si on voulait designer la maison du futur sans aucune limite, c'est vraiment la maison du futur, la totale, qu'est-ce qu'on ferait? Fait que c'est ça qu'on a construit, t'sais. Fait que c'est vraiment, c'est aussi proche 5000 pieds carrés, mais il y a une serre de 600 pieds carrés, fait que considérablement plus grosse que celle de Luc Moldorman, qui est faite en collaboration avec lui. Il y a un solarium 2 étages qui n'est pas chauffé, dans le fond, que tu chauffes juste selon. En plus de la serre? Oui, qui est connecté. Tu sais, comme chez Luc, il y a comme la serre puis l'espace de vie qui est au bout de la serre. Bien, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a 2 étages à la place puis un sauna infrarouge. Fait que nous, notre salon zen est comme inclus dans ce solarium-là qui est connecté à la serre. Puis après ça, il y a 6 suites, donc comme ici. 6 suites et il y a des espaces communs aussi, donc salon, cuisine, salle à manger. Il y a une salle de yoga là-bas parce que c'est pour les retraites. Ça va être beaucoup utilisé pour des retraites vu que c'est au Spaceman. Puis il y a une terrasse sur la toiture du 3e étage également. Qui va avoir un système d'énergie renouvelable aussi? Oui, absolument. C'est les complètement autonomes. Oasis Eastman, il y a 72 panneaux solaires qui créent plus d'énergie, net zéro dans le fond, 72. Le bâtiment est net zéro. Fait que dans le fond, toute la toiture et les solaires, donc on crée plus d'énergie qu'on en a besoin sur une année. Et comme ici, on a installé le système électrique pour que dès que les voitures électriques puissent être notre source de batterie, les voitures électriques vont être la batterie de la maison. En cas de panne. Oui, en cas de panne. Fait que tout est installé comme ça ici, puis tout va être installé comme ça à Eastman, mais c'est pas fonctionnel encore parce qu'il manque l'ondulateur qui permet de faire ça. Mais ça s'en vient. Il y a déjà Mitsubishi qui permet de faire. Oui, c'est ça. Ben, ils sont comme faits, mais puis peut-être tu peux m'en apprendre là-dessus, mais ce que j'entends, c'est que c'est pas encore commercialisé ici au Québec. Je sais que Cooptation fait un projet pilote avec Net Zero avec Mitsubishi, puis c'est un Outlander comme mon ami Richard aujourd'hui. OK. On est allé jouer au tennis dedans tantôt, puis je parlais de ça. OK. Si 10 ans, tout le monde va avoir... On n'aura plus besoin de génératrice, ça va être l'auto. On ne va pas vider le moteur de l'auto en hiver, évidemment. C'est ça. Il y a comme des limites à 20%. Mais moi, à court terme, mes batteries de plomb acide ont 12 ans, puis ils n'ont pas toffé après une journée. Durant la semaine dernière, pendant la panne qui a duré une semaine à Saint-Adèle, nous, on était chanceux, ça a duré juste 2 jours. Mais après une journée, déjà, j'étais en bas de 50% de ma charge. Puis acide plomb, tu ne peux pas consommer longtemps en bas de 50%. J'ai compris qu'ils sont en fin de vie. Puis là, je vais tout de suite vers le lithium. Je vais avoir 10 kWh chez nous parce que mon bureau, il faut qu'il marche. Quand il fait Toi, t'en as besoin. Des pannes, ils vont en avoir de plus en plus. C'est ça.
Ouais. Je veux parler enfin aussi de votre école, parce que vous avez 3 facultés aujourd'hui. Oui. Puis l'école d'éco-construction dont je fais partie, je suis très fier d'être avec vous depuis des années. Oui, depuis tout Puis début. des experts comme Benoît Lavigueur et Luc Millermas, tout ça. Combien de gens avez-vous formé à date? On est rendu à un petit peu plus que 5000 qui ont fait le certificat au complet. Là, depuis quelle année? Donc, on est à la 17e édition, puis on en fait 2 par année. Donc, 8 ans. Ça ferait 6 ans. Ouais, 6 ans. Plus de 8 ans, 17, 2 fois. Oui, non, ça fait... Presque 9 ans déjà. Oui, presque 9 ans. C'est juste qu'au début, on a fait 3, fait qu'on est à 8 ans. Ah, OK. 8 ans, ouais. Wow. On a fait 3 dans la même année. Ça, c'est, rappelle-moi, 6 fins de semaine? 6 fins de semaine, oui, exact. Fait que c'est sur 6 mois. Fait que c'est pour ça qu'on en fait 2 maintenant. C'est qu'il y a une cohorte 6 mois, puis l'autre commence. Oui. C'est... Fait que ça c'est France-Québec. Fait qu'au Québec, je pense qu'on est à 4000 qui l'ont fait, puis 1000 en France, parce que ça a commencé 3 ans plus tard, 3-4 ans plus tard. Puis c'est encore un peu plus petit qu'au Québec, malgré... ils ont plus de monde, mais il faut bâtir tout ça. Fait que... Mais c'est génial le momentum que vous bâtissez. Là. Tellement de gens qui me disent qu'ils ont fait la formation, tout ça. Mais c'est ça, vous avez 3 facultés. Puis tu m'avais dit que les maisons écologiques, c'est comme un détour que tu n'avais pas prévu dans ton cheminement. C'est plus le cheminement personnel qui t'intéressait. Parle-moi un peu à Anthony Robbins, entre autres, que tu as connu aux États-Unis. Oui. À quel âge tu t'es intéressé au cheminement personnel? C'est une bonne question. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? C'est intéressant. Ben, en fait, ça m'intéresse depuis toujours. Genre, à 16 ans, j'ai lu L'Alchimiste, puis j'ai fait comme, OK, je vais vivre ma légende personnelle. Donc, ça a commencé il y a très longtemps. Mais j'ai amené ça à un certain... Mon premier travail avant de faire les constructions écologiques, c'était guide de plein air. Puis c'est guide d'expédition. Fait que je partais 30 jours avec des jeunes de 16 à 18, 19 ans. Puis on lisait L'Alchimiste, puis on parlait de ces choses-là dans l'expédition. Fait que ça remonte à longtemps, le fait que ça m'intéressait. Mais c'est vrai que, justement, quand j'ai vu la Hardship Academy... Donc j'ai appris sur les bâtiments écologiques, j'ai commencé un petit peu, puis mes premières conférences, c'était vraiment un hybride, c'était comme du développement personnel, bâtiment écologique au début, mais je ne me sentais pas encore prêt à en parler de manière, publiquement, puis tout ça. Je dirais que j'avais besoin de vivre des choses pour moi-même aussi. Là, tu as quel âge aujourd'hui? 35. Puis ça, c'était comme à 25 à peu près. Puis, fait qu'en même temps que ça se passait, l'habitation pognait plus que je pensais. Et aussi, dans ma tête, c'est comme, on va construire le certificat, ça va prendre 1 an, puis après ça, je ferai mon autre affaire, mais la vie prend toujours plus de temps qu'on pense. Le monstre, ça a pris plusieurs années au lieu. Mais en parallèle de ça, effectivement, j'étais allé, j'avais beaucoup de préjugés sur Tony Robbins au début, en fait, parce que quand je l'ai vu, c'est comme le gros américain immense, extrêmement commercial, la grosse affaire. Fait que j'avais beaucoup de préjugés, mais j'avais écouté un audio, puis j'ai dit, c'est vraiment de la bombe. Puis moi, j'avais une règle intérieure qui était la même chose avec Michael Reynolds, c'est si quelqu'un, ce qu'il dit, c'est vraiment pertinent, puis je sens que j'ai quelque chose à apprendre, même si j'aime pas tout, parce que Michael Reynolds, c'était la même chose, j'aimais pas tout, j'y vais, je vais juste explorer. Fait que ça a donné que Tony, il fait un événement Unleash the Power Within, UPW, une fois. Unleash the Power Within, c'est... Déchaîne ta puissance. Déchaîne ta puissance intérieure. Oui, exact. À chaque 2 ans, il le fait à New York. Il le faisait avant la COVID à New York. Puis ça donnait que c'était comme 1 mois plus tard. Fait que j'ai trouvé 2-3 amis. On dit, on s'en va là-bas. Puis honnêtement, au début, quand on arrive là-bas, c'est bien trop commercial. Nous, on pensait que, tu sais, quand les amis que j'avais amenés, c'était du monde de plein air aussi, de mon ancien travail. Puis, tu sais, nous, il y a comme une règle, tu pars jamais avec plus que 12 personnes pour t'assurer que tu prends soin des gens. Là-bas, il y avait 5000 personnes dans la salle. J'étais comme, c'est vraiment de la merde. On était vraiment frustrés. Puis, il disait qu'il fallait arriver à 8 h le matin, mais ça commençait jusqu'à 1 h l'après-midi. Puis là, il fallait que tu attendes. C'était juste pour réussir à rentrer parce que c'est des stades, puis tout ça. Fait qu'on était vraiment frustrés, en fait, avant que ça commence. Puis après ça, Tony est arrivé sur scène, c'est les gros parties, puis la danse, puis les feux d'artifice. Puis là, après 1 heure qu'il était sur le stage, on était des fans finis. Sidérés. On y était pardonné déjà. Puis on trouvait ça pour résumer ce que tu as appris de lui. Ben, tu sais, je trouve que son événement dit vraiment ce qu'il a à dire. Là, déchaîne ta puissance, c'est comme ça. Si tu choisis de faire, tu sais, je dis pas que tout le monde qui le fait, ça a le même impact, parce qu'il faut que tu sois rendu à une certaine place aussi. Puis aussi, il faut que tu aies le goût d'aller jusqu'au bout de ce que tu apprends, puis tout ça. Mais moi, je suis comme quand même très...
Je suis très investi dans mon éducation, mais une des règles, c'est si je le fais, c'est pas pour juste le faire pour le fun. C'est comme, je le fais pour le fun et après ça, j'applique ce que j'apprends. Puis tu sais, après l'avoir fait, j'ai dit à Fred, le cofondateur de Société, d'aller le faire également. Ben, j'ai dit, si ça te tente, en tout cas, lui est allé aussi. Puis les deux, à la fin, il y a un speech de vente incroyable pour le plus gros cours de l'histoire. Puis ça coûte une fortune. Puis j'avais aucun argent dans ce temps-là. Puis je me suis inscrit pareil. Fait que j'ai fait tous les cours. Il y en a un à Fidji, à son resort. Dans ce temps-là, c'était Californie, Floride. Il fallait que je me déplace partout dans le monde pour faire les cours. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis je pourrais dire facilement que, tu sais, moi puis Fred, on s'en est reparlé là, comme 8 ans plus tard. Puis on s'est dit, tu sais, c'est clairement la plus grosse influence qu'on a eue. C'est comme le plus gros impact qui nous a aidé à grossir le plus vite puis à être le plus stratégique puis intelligent dans ce qu'on a fait. C'est clairement les différentes formations qu'on a faites avec Tony, incluant Business Mastery, qui est l'entrepreneuriat, qui est toutes nos fondations des différentes entreprises qu'on a bâties en France, au Québec, pour les Oasis, parce qu'on a plusieurs Inc. différentes pour les différents projets, parce qu'il y a différents actionnaires. Tout est bâti selon ce qu'on avait appris là. Puis une chance, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qu'on aurait... Oui, un exemple, par exemple, de frein qui empêche des gens qui ont des bonnes idées de réaliser. Vous réalisez, vos rêves, puis vous entraînez des gens. C'est quoi qui a changé en toi grâce à Tony Robbins? Bien, je pense que, ben, tu sais, c'est toujours la peur. La peur, c'est le numéro un qui freine les gens et les croyances limitantes, c'est-à-dire, tu sais, soit on le voit même pas comme une possibilité parce on se dit que ça se peut pas ou des choses comme ça. Puis moi, la partie peur, c'était déjà pas mal géré à travers le plein air. C'était un des gros trucs qu'on faisait avec les jeunes aussi, là, tu sais, surmonter ses peurs, le leadership, tout ça. J'avais déjà ça beaucoup. Je travaillais pour une école quand même vraiment très cool qui s'appelle aux États-Unis NOLS, le National Outdoor Leadership School. C'est eux qui entraînent la NASA, puis Google, puis tout ça pour le leadership dans le fond. Puis moi, je faisais les groupes plus jeunes, les universitaires, puis tout ça. Mais c'est une compagnie qui a quand même une belle réputation. Puis moi, j'avais fait toute leur formation pour devenir un staff. Puis j'enseignais ça, puis j'étais vraiment un débutant. J'avais toujours des instructeurs beaucoup plus avancés que moi, fait que j'apprenais énormément de mes expéditions. Fait que ça, c'était déjà pas mal fait. Mais c'est sûr que moi, étant un bon Québécois né pour un petit pain, c'était beaucoup autour de l'argent, l'entrepreneuriat, tout ça, que j'avais beaucoup de croyances limitantes. Puis ça, ben, c'est ça que j'ai défait le plus en allant là-bas. Puis tu sais, juste le fait de voir, tu sais, le gars, il y a comme, tu sais, des shows comme ça à 5, 10, 12 000 personnes, il en fait 2 par mois, tu sais. Il a 60 ans, hein, puis il est sur le stage pendant 14 heures, 16 heures de suite, du matin jusqu'au soir, tu sais, c'est comme... Il rentre à 9h30 le matin, puis à 2h du matin, l'autre jour d'après, on sort dehors, tout le monde, les 10 000 personnes, puis on s'en va marcher sur le feu. Puis c'est juste des trucs que ton cerveau fait comme, OK, c'est comme, tu sais, je pensais pas que ça se pouvait, tu sais. Puis c'est, fait que juste le fait de voir vivre l'événement, ça l'ouvre à des possibilités. D'ailleurs, le certificat comme il est maintenant, ça a été fait avec un de ses coachs en revenant d'un événement. Je me dis, OK, comment on fait pour expand, puis il disait, tu devrais faire un cours plus complet, puis tu sais, fait que ça avait été échangé avec un des coachs de Tony aussi pour... le certificat d'éco-design. Ouais. Puis les 2 autres facultés chez vous, c'est... Ouais, puis c'est ça, puis dans le fond, fait que là, ça me passionnait énormément, bien entendu, puis je voyais l'impact que ça avait, fait que justement, on a les 2 autres... C'était une intention de le faire anyway, mais c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé. C'est, on appelle ça vie inspirante, dans le fond, créer la vie qui t'inspire, c'est la 2e, donc c'est plus développement personnel. Puis la 3e, c'est entreprise consciente, qui est l'entrepreneuriat d'impact. L'entrepreneuriat, tu sais, aligné avec ses valeurs, comment justement maximiser un impact positif et de faire des entreprises qui sont win-win-win, qu'on essaie de dire. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment cool pour la team, les employés qui sont là. C'est vraiment cool pour les gens qui le partent. C'est vraiment cool pour l'environnement, puis c'est cool pour les clients. Tu sais, c'est comme, ça l'aide tout le monde et non pas juste des fois. Moi, je crois que le capitalisme a plein de beaux côtés, mais un des mauvais côtés, c'est que si tu ajoutes de la valeur à quelqu'un, tu gagnes, même si tu détruis quelque chose d'autre en échange. C'est-à-dire que tu peux faire ça dans le temps, quand il y a juste le capitalisme. Tandis que quand on rajoute l'aspect conscient, c'est de dire, je vais ajouter de la valeur à quelqu'un encore, mais comment je fais pour le faire pour que ça ne nuise pas aux gens, et même, dans le meilleur des cas, ça l'aide tout le monde, là, l'environnement, les gens. Oui, restaurer la nature et le côté humain. Exact.
Wow. C'est tellement drôle que tu me parles de l'alchimiste. Ah oui? Je t'invite à prendre le magazine qui est là, puis le montrer à la caméra. C'est là ici? Oui. Maison, OK. Qui est sorti. Ah, le nouveau, oui. Qui est sorti cette semaine. Montre la Je ne l'ai pas couverture. vu encore. Alors ça, c'est un dôme OK. en aircrete, OK. conçu par un designer. C'est sa maison en Thaïlande, OK. mais avec Hajar Gibran, OK. le petit-neveu de Khalil, OK. Ah ouais. avec qui j'ai fait un beau zoom. Il est à Hawaï. OK. Il s'est mis, c'est un gars qui s'intéresse à plein de choses, architecture et tout, puis à un moment donné, il s'est mis à avoir des discussions avec son grand-oncle décédé OK. pendant longtemps. Puis Ah. il s'est demandé comment, si je pouvais faire quelque chose d'extraordinaire, tu sais, qu'est-ce que je ferais. Puis il a fait le sequel, la suite de l'alchimiste. OK. Ah. Ben non, là, je suis même pas. C'est-tu l'alchimiste? Khalil Gibran, c'est pas l'alchimiste. Non, c'est ça, c'est Paulo Coelho. Je suis complètement à côté. Oui. Excuse-moi, oui, l'alchimiste, je l'ai lu pourtant. Oui. C'est quoi donc C'est dans la même veine, mais lui, toi, tu parles c'est le prophète. Le prophète, exact. Oui, c'est ça, le prophète. Je suis complètement à côté de la traque. Oui. C'est drôle. Ils sont dans la même catégorie, là, mais oui. Oui, oui. Mais lui, c'est cool parce qu'il s'est dit, c'est ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis c'est ça, il notait par écrit toutes les conversations avec son oncle. Okay. C'est devenu son livre. Ouais. Puis il n'avait jamais pensé écrire un livre. Puis ça a été traduit, je pense, en 40 langues, en 40 pays. Fait que là, il a dit, waouh, ça marche quand on se demande si je pouvais faire un miracle, créer un miracle. Tu sais. Ouais, ça serait quoi? Puis là, le deuxième qu'il y a eu, c'est si je pouvais régler le problème de logement abordable écologique dans le monde, ça serait quoi? Fait que là, il a fait ça, puis il donne des ateliers partout dans le monde sur la création de ces dômes-là avec l'isolant de mousse. Ouais. Désolé pour l'alchimiste. Wow. Mais ce qui est cool, c'est que là, il veut faire la prochaine étape, c'est au niveau du multi-logement abordable. OK. Fait que c'est cool ce que tu fais, parce que ça, c'est faire une maison écologique à la fois pour des gens qui peuvent se payer des maisons à 800 000. C'est bien beau, mais on n'aide pas l'humanité. C'est ça. C'est ça. Ben, cette personne-là, c'est cool pour cette personne-là, mais effectivement. Puis, ce qu'on se rend compte, nous, ici, avec les Oasis, puis c'était un peu l'intention de Michael Reynolds, parce que Michael Reynolds aussi, au début, l'inventeur des Airchips, attirait des gens qui voulaient comme se retirer de la société, puis, genre, déconnecter, autonomie complète, parce que c'était une des choses que pouvaient offrir les Airchips. Mais rapidement, dans son cheminement, il a dit comme les gens, il faut qu'ils vivent en gang, il faut qu'ils vivent avec d'autres humains, parce que sinon, tu sais, ses clients revendaient parce qu'ils partaient tout seuls en autonomie complète, mais après un petit bout, ils se séparaient, puis ça n'allait pas bien, tu sais. Fait que, puis c'est pour ça qu'il y avait créé Airchip Village Ecologies, qui est un peu comme les oasis d'ici, en fait, c'est très proche. Et nous, ce qu'on voit, c'est que là, on a la chance de vivre. Moi je vis dans ma maison, c'est ça aussi. Donc, j'ai le même concept qu'ici, très similaire. On a ici, puis on a Eastman. Et j'ai la chance donc de passer beaucoup de temps avec des gens qui le vivent. Puis beaucoup de gens qui même ne pensaient pas que ça les intéresserait. OK, ta maison à Sutton, tu partages avec des amis ou des étrangers? Au début, c'est des étrangers, mais nous, c'est des 1 an. C'est vraiment du long terme, là. 1 an minimum. Puis on est 3 qui sont stables, puis on a 2 ou 3 qui viennent pour 1 an et tout ça. Et c'est vraiment transformateur, en fait. Et puis je dirais, je suis très conscient que le co-living, ça peut ne pas être si extraordinaire que ça si c'est pas bien fait. Mais nous, on a trouvé certains principes que tu mets en place qui font que, en tout cas, notre expérience jusqu'à là, c'est que les gens adorent ça, des gens qui pensaient pas qu'ils veulent vivre comme ça après. Ça a beaucoup d'avantages encore plus grands que juste une qualité de vie beaucoup plus grande pour une fraction du prix. Puis juste le plaisir de, tu sais, comme tu veux jouer à un jeu de société le soir, il y a du monde, tu sais, c'est pas genre un truc complexe, il y a comme des interactions, il y a une vie sociale intéressante. Puis les trucs qu'on a mis, c'est justement, il y a, tu sais, les conflits là-dessus dans le co-living, c'est genre autour de la bouffe puis du ménage. Puis nous, dans toutes les oasis, il y a une équipe d'entretien, puis il y a une cuisinière. Fait que ça, c'est 90% des problèmes sont réglés instantanément. Il n'y en a plus de problème. Et ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est qu'on met un principe que
Chacun est vraiment libre. Tu as besoin de temps pour toi, tu travailles plus. Des fois, je ne les croise pas pendant 2-3 jours. Sauf qu'il y a un soir semaine qu'on est tous ensemble. On fait un premier tour de table qui est juste un check-in, comment ça va. Parce que tu sais, des fois, justement, tu ne sais pas, mais il vit quelque chose, l'autre personne vit quelque chose de super intense. Puis tu as l'impression qu'il est bête ou quelque chose, mais ça n'a pas rapport avec toi, c'est juste qu'il est un peu dans sa tête où il est en train de, il vit quelque chose. Fait qu'on clarifie comment ça va, tout ça. Premier tour de table. Deuxième tour de table, tout ce qui est logistique ou s'il y a justement quelque chose qui nous irrite à cause de n'importe quelle raison, on le gère là. Ce qui fait que s'il y a quelque chose qui t'irrite, mettons le mardi, c'est peut-être un maximum d'une demi-heure. Oui, vas-y. Donc, plus de genre des confidences. Vous êtes combien à vivre là? Nous, chez nous, on est 5 ou 6, là, tout dépendant OK. du moment. Puis avec couple ou pas. Mais c'est ça. Fait que c'est juste comme un moment vraiment privilégié. On connecte avec les autres, on a la chance de parler. Il y en a qui sont très occupés, fait qu'ils ont moins le temps de la personne. C'est comment on va comme humain, là. Fait que beaucoup de gens sont comme moi. Puis, tu sais, ça pourrait être appliqué à des familles aussi. Parce que des familles, c'est comme du co-living multigénérationnel non choisi. D'ailleurs, les gens disent que ça doit être dur de vivre en co-living, bien plus dur de vivre en famille. Parce que tu les as pas choisis, les gens, nous, on choisit les gens qu'on veut, puis on met des principes clairs dès le début, fait qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent, tu sais. Ouais. Sauf que des principes comme ça, j'ai l'impression que dans les familles, ça l'aiderait énormément aussi. C'est quoi les 3 principes, disons, les plus sacrés? Bien, c'est ça, le souper. Le souper comme ça, prendre responsabilité ou communication consciente ou communication non violente. Puis les trucs de logistique que j'ai donnés, cuisinière, équipe d'entretien. Puis le dernier, c'est justement, tu sais, nous, on a donné une intention à chaque oasis et à chaque lieu dans les oasis. Puis c'est dit avant que les gens s'inscrivent ou viennent. Intention, par exemple? Ils savent que ici, là, cet étage-là, c'est un espace, c'est comme un café ici. Fait qu'on s'habille comme quand on va dans un café. C'est-à-dire bien normal, mais tu sais, genre, tu viens pas ici en boxeur, maintenant. Parce que t'es chez vous, mais c'est un espace commun. Puis il y a de la musique, puis il y a une cuisinière là qui fait de la bouffe, puis il y a du bruit, puis des fois il y a un Vitamix, puis tu peux parler, puis tout ça. Fait que si tu veux méditer, puis tu viens ici, tu vas être malheureux. Fait que c'est clair dès le début. Clair. Mais il y a un salon zen. Si tu veux méditer, tu vas au salon zen à la place, parce qu'il y a un salon zen, tu peux lire, tu peux faire tout ça. Fait que chaque lieu a une intention claire pour que tout le monde on dit tout le monde a toujours raison, mais il faut que tu aies la bonne place. Fait que tu veux méditer, tu vas en bas, tu veux être tout seul faire ton yoga, tu as ta suite privée, insonorisée. Toutes les suites sont insonorisées ici, double ossature, double gyps de chaque barre, tout la totale. Fait que comme ça fait que ça réduit, ça c'est l'autre chose qui réduit complètement les conflits, tout ça. Même chose chez nous, même chaque pièce a une intention clair, avec des principes. Il y a des lieux que nous, on n'a pas d'ordi. Dans notre maison, il y a des lieux qui n'ont pas d'ordi, pas de sel, pas de rien, parce que c'est l'endroit, genre, on veut pas du monde qui parle, tout ça. C'est comme ça. Fait que les gens, ils savent avant de venir. Puis si ça leur plaît pas, ce qui est le fun, c'est qu'il y a 1 million d'autres places où aller. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on ne dit pas, genre, venez tous ici, puis après ça, on décidera ensemble. Non, c'est comme, voici comment ça marche ici, voici l'intention du lieu. Si ça vous plaît, puis que ça vous parle, let's go, venez-vous-en. Puis si ça clique aussi, bien sûr. Je trouve ça génial parce que, je sais pas, avez-vous eu une inspiration pour ce concept-là? Parce que, tu sais, il y a un co-living, co-housing à Québec qui a pris 10 ans à créer. Le pauvre créateur est décédé en chemin avant que ça soit inauguré. Ça, je sais. Tu sais, ça fait des années qu'on parle des éco-villages à travers le monde où, malheureusement, il y a eu beaucoup de conflits, difficultés financières et autres. C'est pas facile de vivre en gros groupe, j'imagine. Est-ce que ce serait ça le gros défi des éco-villages? Pourquoi ça ne lève pas au Québec, les éco-villages? As-tu une théorie là-dessus? Moi, j'ai une théorie. Je dis pas que j'ai raison, puis je pense pas que tout le monde va aimer la réponse que je vais donner là, mais c'est quand même ma théorie, donc je vais la dire. C'est justement que on essaye trop de dire « Hey, je vais me trouver 10 personnes, puis après, on va... trouver les principes, puis on va... Tu sais, c'est comme il y a quelque chose d'un petit peu trop... on va tout faire ensemble. Alors que moi, je crois qu'il faut créer une vision claire Écrire les règles avant. Attirer les gens qui viennent, qui fit avec cette vision claire-là. C'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise, c'est comme ça que j'ai bâti les oasis, c'est comme ça que j'ai bâti ma maison. C'est comme... Moi, j'ai une vision pour un lieu magnifique que je trouve serait extraordinaire et abondant. Puis je sais que... Parce que, tu sais, les gens, ils se retrouvent à 10 puis ils disent « Hey, on a toutes les mêmes valeurs. On veut la paix, l'amour, la joie puis l'écologie. »
c'est beau, mais comment ça se met ça dans la matière? Tout le monde a une opinion différente. Au quotidien. Tandis que nous, ce qu'on fait à Solutionara ici, puis dans les Oasis, c'est voici comment nous, on voit l'amour, la paix, la joie, puis l'écologie. C'est comme ça que ça marche. Il y a un principe ici, tu as chacun ta suite, on partage une auto électrique, c'est comme ça que ça coûte. Tout est super clair en rentrant. Fait que soit tu es d'accord, tu aimes le principe, puis tu viens, ou soit tu essaies de partir d'un couplage ailleurs, ou tu fais ta propre oasis, ou tu vas vivre ailleurs, ou tu vis seul, mais... Fait que ça prend un certain leadership. Parce qu'il y avait, c'est ça, souvent on voyait des projets d'éco-village où c'était des promoteurs immobiliers. Puis là, on se disait, ben c'est pas ça un éco-village. Il me semble c'est les gens qui créent ensemble, mais ça crée il y a des égos, l'humain étant, hein, les luttes de pouvoir entre là-dedans. Ben, je pense qu'il y a définitivement lutte de pouvoir, il y a égos, mais il y a surtout genre manque de clarté. C'est comme ça prend de la clarté. C'est quoi le deal? Parce que les gens, comme dans la dis, matière. ils parlent dans le flou ésotérique de l'amour, mais c'est tellement large, immense, et ça veut tellement pas dire la même chose pour chaque personne qu'on se perd là-dedans. Moi, tu sais, au début, là, 10 ans, là, avant même que je parte sur Solutionara, j'allais dans les trucs d'éco-village, puis tout ça, puis j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour que ça lève pour vrai. La vision claire, les règles. Ils n'ont pas levé d'ailleurs. Puis moi, j'avais plus le goût de justement... puis aussi, tout comme l'entreprise consciente, nous, c'est vraiment pas genre tout le monde est égaux et on fait la même chose. C'est plus holacratique, c'est-à-dire qu'on a chacun des rôles. Fait que c'est pas une hiérarchie, mais il y a quand même, je crois qu'il faut s'aligner avec l'être humain. C'est-à-dire, pour certaines personnes, le poids d'avoir une entreprise, puis que des fois tu fais pas assez d'argent, puis que ça veut dire que tu te fais pas payer, là, ça, c'est pire que l'enfer pour certaines personnes. Puis il y en a d'autres qui sont prêts à prendre ces risques-là. Fait que, pour moi, il y a une différence entre un actionnaire, celui qui prend tous les risques financiers, que si ça plante, c'est lui qui paye, puis qu'il faut qu'il vende sa maison, puis ces affaires-là. Puis l'employé qui est tout aussi committed, qui veut que la chose se passe. Engagé. Mais que lui, quoi qu'il arrive, il va se faire payer, puis il y a jamais il se rend pas là, tu comprends? Fait que pour moi, il y a quelque chose de très différent. C'est la même chose avec l'investissement pour un bâtiment. Moi, chez nous, on a travaillé pendant 2 ans pour trouver le lieu, l'acheter, créer le lieu, rénover tout. On a investi beaucoup d'argent, on a pris plein de risques. Puis pas tout le monde aurait voulu faire ça. À 5 personnes? Non, nous on l'a fait à 2. Okay. On l'a fait à 2. Okay. Puis les autres, c'est des locataires. Fait qu'ils viennent. Nous, on a créé un principe, on a créé tout ça. Puis les locataires viennent. Puis dès que ça a cliqué, puis qu'on dit oui, donc on est d'accord sur les principes de base, là, on devient vraiment des égaux dans la maison. Tu sais, pas égaux dans le mauvais sens, là, on est égal dans la maison, puis tu pourrais même pas savoir c'est qui le propriétaire, puis c'est qui le locataire dans le contexte de vie. Mais au début, c'est-à-dire dans la base de ce qu'est le principe et la vision du lieu, là oui, tu le sais. C'est pour ça que moi, je vois une distinction claire, puis je crois que c'est de se fermer les yeux sur une réalité que de penser que c'est pas comme ça. Tu sais, c'est l'utopie de « Oh non, on devrait tout être égal, mettre exactement le même nombre d'argent, avoir les mêmes rôles, les mêmes risques, les mêmes responsabilités. » C'est comme on va être 10 chefs, puis on va tous s'entendre, avoir la même vision, puis il n'y a personne qui va tirer plus la couverte que l'autre. Exact. Je ne crois pas que ça... Parce que je ne l'ai pas vu exécuter avec brio encore. Puis tu sais, moi, une des choses aussi, c'est que même quand il y a des projets écologiques communs qui élèvent, j'ai eu la chance d'aller dans certains, puis moi, je trouvais que il n'y avait pas, quand c'était comme ce modèle-là, je ne trouvais pas ça harmonieux à mon standard. Moi, je trouve, dans les oasis, là, moi, je trouve ça incroyable, le niveau d'harmonie qu'il y a, parce que c'est clair. Voici comment ça fonctionne, voici le deal, est-ce que ça t'intéresse, si tu as le goût de venir, viens. Puis ça fait que des conflits, je ne dis pas qu'il y en a des conflits, il n'y en a aucun. Des accrochages, des petites affaires qu'il faut régler comme n'importe quoi d'autre, oui, bien sûr. Mais, puis je crois que ça vient d'un alignement avec la nature des personnes, puis juste du concept. Mais c'est bon quand tu parles de l'entretien de la cuisine, parce que c'est ça souvent les conflits, j'imagine, c'est qu'on sent que quelqu'un ne fait pas sa part. Exact. Il s'est engagé, mais il ne le fait pas pour 56 000 raisons et tout. Ouais. Puis même ça, encore ça, on le vit dans le sens où est-ce qu'il faut juste le nommer aux gens. C'est que tu as des gens, mettons pour l'entretien d'un lieu, tu as des gens qui constatent beaucoup plus. Il y a une petite affaire là. Puis il y en a d'autres qui s'en rendent juste pas compte. Fait que tu as des standards différents. Puis tu as aussi des gens que, tu sais, ils vont faire, pas le strict minimum, mais tu sais, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais pas plus. Mais moi, je trouve, quand il manque de clarté, c'est que eux autres
ils en font toujours trop. C'est-à-dire, ils se sentent mal. Ça, c'est intérieur, ça n'a pas rapport avec la réalité, mais là, ils voient l'autre faire le lave-vaisselle, ils sont comme « Ah, faut que je fasse le lave-vaisselle. » Fait qu'ils vont faire le lave-vaisselle. Puis là, ils font ça chaque jour, mais en même temps, ils se disent « Ah, les autres font pas le lave-vaisselle. » Tu sais, c'est comme, c'est leur problème, là, ce qui se passe vraiment. Là. Fait que nous, notre concept, c'est, on met une ultime, les gens arrivent, tu sais, on est 8 à 10. Tu as une journée de lave-vaisselle par 10 jours. OK? C'est comme, je pense que c'est fair deal. Là. Fait que tu sais, c'est comme, une fois par 10 jours, tu t'occupes d'aider les cuisinières à fermer parce qu'eux, ils partent dès que le repas est prêt, le soir. Fait qu'il faut juste ramasser la cuisine à la fin, mais ils ont presque toutes déjà nettoyé, mais les derniers trucs qui restent. Fait qu'il y a une personne par 10 jours qui s'en occupe. Puis, c'est super clair pour les gens qui se sentent mal. Gérez-vous, respirez. Si vous avez vraiment l'élan d'aller l'aider, mais pas que ça fait dans votre tête « Ah, là, l'autre, il faut qu'il m'aide demain. » Tu sais, si tu as l'élan, ça te tente, tu es généreux, tu y vas, vas-y. Mais sinon, on a une journée par 10 jours. C'est parfait. Puis si tu as le goût de chiller pendant que l'autre fait le lave-vaisselle, c'est normal, c'est sa journée de lave-vaisselle. Toi, demain, c'est toi. Mais là, tu peux en profiter si tu veux, tu sais. Fait qu'il y a comme ce truc-là de comme... Ça devient tout émotionnel, puis ça devient comme... Puis on se fait des histoires dans notre tête. Non, non, clarté, 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 logistique. Puis t'enlèves 98% des conflits avec juste ça. Puis ça, as-tu un modèle? Ça t'est venu à toi ou en équipe, ce concept-là? Ben, de voir ce qui se passait à l'extérieur. Mais tu sais, tout... moi, Solutionera ressemble à un modèle holacratique dans notre manière de gérer. Alors, c'est quoi l'holacratie? C'est justement la gestion d'entreprise, mais décentralisée, donc pas hiérarchique, c'est pas comme pyramidal. C'est plus des cercles qui s'entraident, dans le fond. Mais moi, tout ça, j'avais même pas lu le livre, je n'étais même pas au courant, j'ai pas encore lu le livre de l'holacratie, les gens me disent c'est quoi. Mais moi, ça me venait plus de mon background en plein air. J'allais dire, ça vient de là, ta formation en plein air. Exact. La survie dehors, là, tu niaises pas, hein? Exact. Puis, on enseignait le leadership. Puis, une des manières de l'enseigner, c'était de faire comprendre aux gens qu'il y a deux types de leadership. Tu as le leader, désigné, puis tu as en anglais, il dit, j'ai pas trouvé le bon terme en français, mais active follower. Fait que c'est ceux qui soutiennent le leader. Activement. Puis, on est en rotation constante. Fait que ça veut dire que, mettons, une journée, quand tu pars en expédition de canot, il y a quelqu'un qui est responsable de la carte puis la gestion de la rivière. Il y a quelqu'un qui est responsable de s'assurer de créer le campement le soir. Puis il y a quelqu'un qui est responsable de la bouffe toute la journée, puis tout ça. Mais après un petit bout, on switch les rôles. Fait que ça enlève l'ego de c'est moi le boss de tout. On est responsable d'un truc. Mais tout le monde est responsable. Puis on switch. Fait que c'est un petit peu comme ça. Ici, c'est un petit peu comme ça. Il y a pas... Il y a quelqu'un, tout le monde va faire la vaisselle un jour, mais on a chacun notre journée. Tout le monde va être responsable d'un truc, mais on va avoir chacun notre journée. Puis à Solutionera, c'est un peu comme ça, dans le sens où on est chacun responsable de des cercles. C'est dans le sens où oui, je suis le propriétaire, mais quand je vais au certificat en design de bâtiment écologique en classe, puis que mon rôle c'est d'être un prof, bien, comme tous les autres profs, on me dit quoi faire. On me dit, va là, OK, réponds. C'est comme, je suis comme tous les profs parce que je suis dans mon rôle de prof et non pas de propriétaire à ce moment-là. Et donc, je rentre dans le cercle, puis je suis un active follower. Je suis les directions de, dans ce cas-ci, Juliette, par exemple, ou de n'importe qui d'autre qui est dans son rôle, ou est-ce qu'elle est le leader désigné. Puis quand on est capable de juste switcher d'un à l'autre, d'habitude, beaucoup de paix et d'harmonie, et ça gère bien, puis ça enlève justement ce truc-là d'ego, il faut toujours que je sois le boss, ou le ci, ou le ça. C'est le fun. Et en conclusion, quels sont les prochains défis, les prochains projets? Vraiment, là, présentement, ça va se décliner de probablement 2 ou 3 manières différentes, mais ça va être soit... il y a une belle opportunité avec le Spaceman. S'il y a un beau succès avec ça, puis que ça se loue bien, puis tout ça, eux autres, ils ont beaucoup de terrain. Ça, vous êtes actionnaire, les gens Solutionera avec Josina Dubuc et Benoît Laviga? Oui, exact. Mais juste de l'Oasis Eastman. Elle est propriétaire du Spaceman au complet. Mais elle a plein de territoires zonés blancs qu'on pourrait construire d'autres. Fait que tout dépendant le succès de ceux-là, on pourrait en faire d'autres. C'est comme du time-sharing, on pourrait dire? Non, mais les oasis, ça va être vraiment... c'est des pavillons du Spaceman. Fait que les gens vont louer pour 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours. C'est vraiment comme des pavillons, tout simplement. Mais elle est ouverte à d'autres choses, peut-être pour le futur. Fait en tout cas, il y a des opportunités, mais on n'est pas rendu là. On s'est dit, on finit les oasis, on voit comment ça marche, puis après ça, on décidera. Puis sinon, ben, il y a une opportunité de commencer à faciliter, une fois qu'on aura bien testé nos affaires, d'aider des groupes à lancer des projets d'Oasis ou lancer d'autres projets d'Oasis. Et l'autre opportunité que ça pourrait être, des fois on a le fantasme, mais c'est tellement une grosse échelle qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, mais des lieux comme ici, l'Oasis Sutton, où les gens peuvent venir pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an,
on croit que ça fit avec un peu l'habitation du futur où les gens n'auraient pas nécessairement un lieu fixe. C'est-à-dire qu'ils se promèneraient d'un oasis à l'autre. Ils savent qu'ils vont toujours bien manger, ils vont avoir leur belle chambre, ils vont tout ça, mais ils arrivent avec leur laptop. Tu sais, ceux qui travaillent, de plus en plus de gens travaillent en ligne. Il y a toujours Internet haute vitesse dans toutes les oasis. Fait que tu sais que tu as ça, mais si tu veux passer 3 mois ici à Sutton, après ça tu vas aller 3 mois au Costa Rica. Tu sais, c'est ce genre de personnes-là qu'on attire déjà. C'est un peu ça la vision. Fait que plus ça deviendrait quand même, nous, on pourrait peut-être avoir des oasis dans plein de pays, puis dans plusieurs villes au Québec, puis les gens pourraient avoir un genre de membership, puis ils savent qu'ils ont un pied à terre quelque part, mais ils peuvent se déplacer d'un à l'autre. En tout cas, on a des idées comme ça de comment ça pourrait se développer, mais étape numéro 1, c'est terminer tous les oasis déjà en construction, les tester, puis voir après. OK. Puis est-ce que c'est élitiste ou accessible? Moi, je trouve, un de mes buts, c'était d'arriver à offrir un lieu, tu sais, avant la pandémie, parce qu'il y a quand même eu une inflation de 30% depuis, là, minimum. Mais avant ça, mon but, c'était, il faudrait que n'importe qui y ait accès. Puis comment tu fais pour calculer n'importe qui? Je m'étais dit, moi, je crois qu'il va y avoir un salaire universel dans les prochaines années qui va être offert aux gens. Puis je me demandais, ça va être quoi le prix du salaire universel? Puis quand ils ont annoncé la PCU à 2 000 $ par mois, je me suis dit, probablement que le salaire universel va être 2 000 $ par mois. Je me suis dit, si on est capable de créer un oasis dans lequel tu es nourri, logé, tout inclus, incluant le char, puis la bouffe, pour moins que 2 000 $ par mois, ben on a gagné. Parce que on s'entend, tu peux avoir des oasis beaucoup moins de luxe qu'ici, puis que l'oasis est ici même, tout ça. Mais fait qu'on a visé à peu près ça. Puis ici, il y a des options, ça commence à 1 450 avec c'est 10 repas. Là, le nouveau format, c'est 10 repas d'inclus. Logé, Internet, tout ça. Fait que ça commence à 1 450 jusqu'à 2 000, tout dépendant de la suite que tu prends, puis tout ça. Fait que je trouve qu'on a comme atteint le but, mais il y a une réalité clairement que les budgets des 2 oasis ont augmenté de 30% pendant la construction parce qu'on a fait les plans avant la COVID. Puis on a construit pendant, puis les prix explosaient pendant. Fait que veux pas si on a été pris comme tout le monde avec ça. Fait que ça a dû augmenter les prix malheureusement. Mais je trouve ça le fun aussi, la question d'avoir un partage de véhicules, pas juste en ville, mais à la campagne aussi, où il n'y a pas de transport en commun, parce que c'est un frein pour plein de gens, les gens qui sont vraiment serrés en ce moment, puis qui vieillissent, par exemple, parce qu'ils vont avoir les moyens. C'est leur autonomie, leur indépendance, un véhicule. Hein? Absolument. Puis je voudrais juste dire une dernière chose. Ça, c'est le prix quand c'est des investisseurs qui achètent puis c'est des locataires. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de profit avec les oasis, mais faut que ça se paye. Fait qu'on fait au cost pour que ça se paye. Puis nous, c'est un investissement dans le long terme parce que je ne veux pas le bâtiment prendre de la valeur avec le temps. Sauf que si, mettons, c'est un groupe d'amis qui faisait la même chose, mais que chacun mettait 25 000 de cash down ou 50 000 de cash down, ce serait bien moins cher. T'sais, si tu es un groupe d'amis, puis aussi, nous, c'est parce que là, on a des frais d'assurance le triple peut-être. C'est 3 fois plus cher vu que c'est des locataires en mouvement, là, du 1 mois, puis des affaires de même. Ah, c'est un plus haut risque. Il y a plein de choses, le fait qu'on est comme du location comme commercial, il y a plein de choses qui fait que c'est plus cher. Fait qu'en vrai, si c'est un groupe d'amis qui se prend en main puis qui a peut-être du soutien pour créer leur propre oasis, comme au bout de la rue, là, ici, même au bout de la rue, il y a un groupe de gens qui ont décidé de faire ça en coop d'habitation. Ils ont fait un modèle de coop d'habitation. Puis eux autres, c'est beaucoup moins cher. Mais là, ça demande le temps et l'énergie qu'il faut faire pour trouver le bâtiment, le rénover. C'est pas la même chose. Ici, tu arrives, c'est tout inclus. Là. On m'a dit que les projets de coop d'habitation, ça peut prendre 10 ans, justement, de créer. Puis c'est nécessairement subventionné. Vous n'avez pas de subvention ici? Non, nous, ça se peut qu'on ait une subvention pour l'Oasis Eastman pour la relance du tourisme durable, parce que c'est un exemple international de tourisme durable. Mais ici, il n'y a aucune subvention. Fait que c'est ça l'affaire. C'est qu'ici, c'est quand même, tu arrives avec ton laptop, puis tu es déjà, tu n'as rien à faire, là, tout est fait. Fait que c'est sûr que les gens, comme moi, par exemple, chez nous, ça nous coûte une fraction du prix, mais on a mis 2 ans de travail à trouver le lieu, l'acheter, le rénover, tout mettre en place. C'est du temps, c'est de l'énergie. On a mis un cash down important, moi et l'autre personne avec qui on a acheté. Fait que c'est pas la même chose. C'est quoi la différence, le time sharing versus commercial? Parce que c'est pas commercial du time sharing. Time sharing, toi, tu veux dire, mettons qu'on achetait puis qu'on peut. T'as 1 mois à chaque. Tu loues quand t'es pas là, puis il y a juste 3 propriétaires. Honnêtement, celui-là, je le connais pas beaucoup, ce modèle-là. On l'a jamais utilisé, nous autres. Mais
tout ce que je sais, c'est que nous, on a eu quand même une grosse surprise quand on a su les prix des assurances, puis de certaines choses, puis aussi du financement, tu sais, comme l'hypothèque. C'est beaucoup plus dur faire hypothéquer un bâtiment quand tu es en location, comme ici, là, le modèle actuel. Fait que même ça, nous, on paye beaucoup plus d'intérêt que tu ferais si tu étais un groupe d'amis qui achètent. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. C'est comme un concept qui n'a pas encore fait ses preuves aux yeux des banques et des assurances. Okay. Puis on est dans la même catégorie que les maisons de chambre. Puis les maisons de chambre, aux yeux des banques, des assurances, c'est comme la dernière chose que tu vas aller faire parce que souvent, c'est du dernier recours puis des choses de même. Fait que, alors qu'ici, c'est pas ça pantoute, là, je veux dire, ici, il y a des avocats puis des entrepreneurs puis ça n'a pas rapport. Mais pour eux, ils ont peur. Fait qu'il y a tout ça à bâtir encore avant que ce soit. Mais c'est toutes des choses que, quand au fur et à mesure que ça arrive, ça va faire descendre les coûts aussi. Au fur et à mesure que c'est plus connu puis tout ça. Puis en terminant, parce que tu me demandes toujours, il y a de plus en plus de gens qui sont serrés, qui n'ont pas accès à des logements sains de qualité. Ouais. Il y a tellement d'abus dans le marché. Puis la question de l'autoconstruction, en rénovation, est-ce qu'on peut tout faire sans que la CCQ, les cartes de compétences, tout ça se mette là-dedans? Même en Europe, ils ont beaucoup de chantiers participatifs. Oui. Oui. Et il y a quelqu'un de Twiza, je ne sais pas si tu savais. Oui, je connais. Bon, je vous ai mis en contact. OK. Il m'a contacté, puis là, je veux savoir, est-ce qu'il faut changer les lois au Québec de ce côté-là? On ne peut pas faire des... Ginette Dupuis a fait des formations, avec des constructions en bloc de terre, puis des gens participent sur des nouvelles constructions. Est-ce que le gouvernement risque de sévir et d'imposer des amendes parce que les gens font ça? Je pense que tout ce qu'on voit vraiment, c'est que tout ce qui est alternatif, là, le chanvre, les briques de terre, ils s'en occupent pas trop parce qu'il y a c'est marginal. Oui, c'est marginal, puis c'est pas régulé. Il n'y a personne qui a des cartes pour faire ça, mettons, c'est spécial. Sauf que dans la construction normale, c'est sûr qu'il faut. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il faut... Est-ce que ça l'aiderait? C'est sûr que quand tu connais les salaires, comment ça coûte par personne de l'heure sur les chantiers de construction, tu fais comme... C'est pour ça que ça coûte cher de même. Puis est-ce qu'il y aurait une manière de mieux faire? Je ne suis pas un expert, mais j'ai l'impression que ce serait quand même intéressant de réussir à réduire les coûts. En rénovation, oui, si ta maison perso puis tu fais de la réno, après ça, si c'est intentionnellement pour faire de la location massive, là, faut que tu regardes bien tes affaires. Faut que tu regardes. Mais quand c'est ta maison perso, oui, tu peux faire une réno par toi-même sans que ce soit CCQ et tout ça. Puis oui, ça fait une grosse différence de prix. Là, au lieu de payer la personne 80$ de l'heure, ça fait 30$. C'est moi de mes rêves, c'est des millions, là, j'aimerais ça lancer des chantiers participatifs, que les gens qui vont vivre là participent à la construction. Puis je pense que c'est vraiment le fun, ça. Puis c'est un truc inspirant auquel j'ai quand même beaucoup participé. Au début, quand je suis revenu, on faisait beaucoup de chantiers participatifs pour des serres, mais même pour des maisons. Ici? Plus artisanales, oui, avec Benoît des champs, Hélène et tout ça. Mais une des choses qu'on se rend compte quand même rapidement avec ça, c'est que les chantiers participatifs, c'est super intéressant pour les tâches qui sont simples et répétitives. Mais quand c'est très technique, souvent, tu n'es pas plus efficace à plus de monde. C'est parce que c'est. Fait que ça prend souvent. C'est vraiment parfait pour les tâches plus simples, répétitives. Puis il y a des fois où tu te dis, regarde, peux-tu s'entendre que c'est pas 80$ de l'heure, peinturer le mur? Ou il y a des tâches comme ça que tu te dis, on peut-tu simplifier un peu? Puis il y en a d'autres que tu te dis, regarde, ça c'est cool qu'il y ait quelqu'un de spécialisé qui connaît vraiment son affaire. Puis branchement électrique, les choses de même. Oui, c'est ça exactement. Ce qui est charpente, puis pour être sûr que c'est bien construit. Francis, c'est un grand plaisir de partager ces quelques minutes avec toi. Merci beaucoup à toi. Je veux dire que j'en ai beaucoup ce que tu as mis sur pied avec Fred, ton équipe. Ça donne beaucoup d'espoir quand les vieux qui ont scrapé l'environnement voient que les jeunes prennent la relève avec des nouveaux modèles comme ça, vraiment le fun. Cool. Et humain surtout. C'est ce qu'on aime. On ne parle pas juste des techniques de 2x4 puis de laine de roche. C'est ça, exactement. Nous, on voulait amener ça à un autre niveau exact. La technique, c'est important, mais un autre petit chat. Puis je te renvoie l'appareil avec ton nouveau magazine que je vais lire certainement. Là, je viens juste de le voir, c'est la première fois. Fait que aujourd'hui, tu m'en donneras une copie sûrement. Et donc, oui, j'en ai une boîte pleine. Parfait, super. Fait que je vais lire ça avec beaucoup de plaisir très bientôt. D'accord, merci beaucoup du partage. À bientôt. Salut.